je crois que ces derniers temps, nous avons... Alors, mais pour permettre à nos éditeurs en moins de savoir exactement pourquoi vous êtes présenté donc à cette élection, alors dites-nous en peut-être quelques petites minutes pourquoi vous vous êtes présenté donc à l'élection présidentielle au niveau donc de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Oui, merci encore Jacques, merci à l'équipe technique et à la grande radio Jacques Roger Chaud, qui donne encore l'occasion à une association communautaire de pouvoir s'exprimer, échanger avec les Ivoiriens de la diaspora. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui. La semaine dernière, le temps nous a fait défaut par rapport au fait que le docteur Eddy avait beaucoup plus d'éléments dans la mesure où il s'apprêtait à faire une réorganisation à son niveau. Donc nous avons trouvé important de lui laisser la latitude de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, le rendez-vous avec les auditeurs a été renouvelé donc par cette radio. Nous tenons à vous remercier, Jacques. Alors, pour une présentation de 2 minutes, avant de répondre à votre question, je dirais que nous souhaitons remercier d'abord, remercier toute la grande communauté ivoirienne qui, depuis le 4 mars dernier, où nous avons eu la passation de charges entre la présidente sortante et notre équipe. Donc, depuis cette date, nous n'avons pas eu l'occasion réelle sur la voie des radios ou de la presse, j'allais dire, de dire un grand merci à toute cette grande communauté qui est sortie, mobilisée, pour soutenir, n'est-ce pas, notre candidature et notre projet pour la communauté ivoirienne ici. Ensuite, nos remerciements vont vers ceux qui nous ont aidés financièrement. Beaucoup d'entre eux ne sont pas à Washington. Des amis que je connais à travers la radio, à travers l'école, à travers d'autres activités. Dès que nous nous sommes engagés, n'est-ce pas, dans cette voie de gestion communautaire, ils sont venus nous aider, $25 par personne. Nous avons pu, en intervalle de 2-3 semaines, regrouper une somme au-delà de $2000. Et je voudrais vraiment dire un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés financièrement dans cette campagne. Ensuite, je voudrais dire un grand merci à mon équipe, l'équipe de campagne. Ensuite, au bureau exécutif que j'ai pu mettre en place et à tous mes conseillers qui sont des personnes de grande qualité qui ont accompagné, n'est-ce pas, cette campagne jusqu'à ce que nous puissions, n'est-ce pas, être élus d'abord et puis ensuite gérer les situations qui ont, n'est-ce pas, qui ont suivi notre passation de charge. Donc, pour répondre à votre question, Jacques, je voudrais vous dire que d'abord, nous avions été approchés par certains de nos amis au moment où l'UFI traversait une crise sans précédent. Nous venions de connaître au niveau de l'Union fraternelle des Ivoiriens deux démissions successives des 2 derniers présidents. Et l'UFI était dans une léthargie. Et par rapport à l'expérience que nous avons dans la gestion communautaire au niveau de la région métropolitaine de Washington, D.C., alors certains amis ont pensé que nous pouvons apporter notre contribution à la restructuration de l'UFI. Alors nous avons approché des aînés qui ont accompagné ces idées et sur cette base, nous nous sommes présentés. Alors, et notre candidature, on ne va pas revenir là-dessus, a été acceptée au cours d'une transition qui était la transition mise en place lors d'une assemblée générale de fin de mandat qui n'existait pas au moment où une autre transition qui s'était autoproclamée mais qui faisait force de loi gérait les affaires courantes plus ou moins. Alors, grâce à mes conseillers, grâce aux analyses que nous avons pu faire et sur la base des recommandations
j'allais dire, du président d'honneur qui s'était fait représenter lors... Vous entendez un peu faiblement, M. Dumandé. Hein? D'accord. Lors de cette Assemblée générale de fin de mandat, donc je disais que avec surtout les recommandations du président d'honneur, qui est à notre niveau l'ambassadeur, nous avions donc pensé aller vers des élections propres en respectant les textes que nous avions. Bon, sur cette base, nous avions été élus et nous avons fait une passation de charge. Alors, donc, après 3 mois aujourd'hui, nous avons un bilan à faire à nos Ivoiriens. Nous avons déjà fait une assemblée générale où nous avions eu le temps d'expliquer un peu le parcours de l'UFI de 3 mois. Alors, avant votre prochaine question, je ne sais pas si vous voulez que je fasse une présentation générale et avant de prendre les questions, ou alors si nous pouvons évoluer de façon thématique avec vos questions. Non, ça sera un peu à bâton rompu, hein, donc allez-y. Hein. Ok, d'accord. Voilà, donc après cette première partie de présentation, comme de remerciements, je voudrais attaquer, disons en 1 minute, sinon en moins d'1 minute, nos ambitions, les ambitions que nous avions pour cette communauté, les éléments qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à nous présenter. Nous avions pensé que l'UFI avait besoin de notre aide par rapport à l'expérience que nous avions acquise sur le terrain. Donc, notre premier objectif était de restructurer l'UFI. Il y avait un problème au niveau des textes. Nous comptions mettre en place une équipe de révision des textes qui allait être adoptée à l'unanimité dans une assemblée générale. Nous pensions également redynamiser l'Union fraternelle des Ivoiriens en la mettant à la pointe de la gestion réelle de la communauté ivoirienne, parce que jusqu'à présent, l'UFI était limitée à organiser seulement des funérailles. Et nous avions dans notre équipe des enseignants, des personnes érudites, en connaissance ou alors en technique universitaire. Nous comptions créer des canevas pour pouvoir encadrer les jeunes Ivoiriens qui arrivaient du pays et également les aider pour obtenir les bourses nécessaires. Et puis, nous comptions également, par jumelage, nous associer à des associations, excusez-moi de la répétition, des associations qui ont fait déjà les preuves sur le terrain, comme des Somaliens, des Éthiopiens qui sont là depuis pas mal de temps et qui organisent pas mal de choses. Alors, nous avions toutes ces ambitions pour notre communauté. Et évidemment, le dernier point était la place de la diaspora dans la gestion, j'allais dire quotidienne, de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvions être ici, aux États-Unis, et participer réellement à l'évolution de notre pays en investissant sans courir le risque de se faire duper, parce que nous avions constaté que souvent un terrain, par exemple, est vendu à 2 ou 3 personnes et là, vous n'êtes pas protégé. Alors nous avions mis en place une cellule qui allait, n'est-ce pas, protéger les investissements de la diaspora. Donc, ce sont ces ambitions que nous avions quand nous venions tout contents avec nos amis, avec nos conseillers. Dans mes conseillers, par exemple, vous avez le premier président de l'UFI, le premier vice-président de l'UFI, les présidents d'associations, des personnes très aguerries et qui étaient vraiment prêtes, n'est-ce pas, à avancer. Et c'est là que nous tombons dans le troisième point de mon intervention, de cette présentation, qui est l'état des lieux. Force est de reconnaître que depuis le 4 mars, nous avons connu beaucoup de difficultés. D'abord, les conditions dans lesquelles nous avions été élus, des conditions de crise, de division réelle sur le terrain. Dès que nous avions été élus, dès que nous avons fini la passation des charges conformément à l'article 50 de nos statuts, qui est en fait la cérémonie réelle de prise de fonction, nous avions ouvert une série de dialogues, j'allais dire, avec le frère Guy Komina, que je salue au passage, qui a été, pour ce qui nous concerne, encadré par des personnes qui avaient des agendas personnels pour nous empêcher d'avancer.
Alors, dans cette série de dialogues, nous nous sommes rendus compte que pour M. Guy Komena et ses amis, c'était plutôt des rencontres de négociation, alors que sur la base des textes, nous ne voulions rien négocier. Nous pouvions ouvrir une série de dialogues pour permettre aux Ivoiriens d'être ensemble, de faire une équipe unifiée. Bon. Et ces séries de dialogues ont été envenimées par des personnes de la communauté qui avaient déjà mis en place, j'allais dire, une autre organisation. Nous allons les développer dans le débat, bien sûr. Nous avions pensé que l'ambassadeur, qui est notre président d'honneur, et qui a un titre honorifique, qui n'a pas d'action réelle dans l'UFI, mais qui ne peut qu'accompagner la décision de la communauté, comme il le disait, nous avions pensé qu'il allait prendre ses responsabilités, comme il a eu à le faire durant des rencontres que nous avions eues en antécédent, pour dire que où était la légalité, où n'était pas la légalité. Mais bon, à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un changement à 180 degrés au niveau de notre autorité, j'allais dire diplomatique, qui, il faut le dire, ne nous impose pas une conduite, parce que beaucoup de personnes nous disent non, l'ambassadeur c'est un homme politique, il n'a rien à voir avec l'UFI. C'est vrai, il n'a rien à voir avec l'UFI, il a un titre honorifique, c'est vrai, mais avec son titre honorifique, il est celui-là, au niveau de Washington DC, arrive à sponsoriser ou à accompagner des événements officiels avec l'UFI, et ça permet à la communauté de se retrouver autour de ces événements, et ça nous crée un handicap sérieux dans l'évolution de notre programme. Alors donc, nous sommes à un point de réflexion avec notre bureau, avec nos sages, pour voir quelle est réellement la conduite à tenir dans le deuxième trimestre, parce que nous venons juste de boucler nos premiers 3 mois. Alors, donc, nous analysons par rapport à ce que la communauté décidera, nous essayons d'orienter notre politique par rapport à cela. Voilà, sur ce, Jacques, j'ai essayé de brosser un peu, d'abord des remerciements, ensuite nos ambitions et la réalité sur le terrain qui n'est pas très fameuse. Voilà. D'accord. Bon, le nom de l'association, c'est l'Union fraternelle des Ivoiriens. Alors, à vous entendre, c'est qu'il y a un peu beaucoup de divisions au sein donc, de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Est-ce que vous vous considérez comme le président donc, des Ivoiriens à Washington dans cette division? Je me considère comme le président des Ivoiriens, comme le président Ouattara se considère comme le président des Ivoiriens, même si pas mal d'Ivoiriens ne le reconnaissent pas. Comme le président Barack Obama se reconnaît donc comme le président des États-Unis, même si les Américains sont allés au Canada pour ne pas suivre sa présidence. C'est pour vous dire qu'il n'y aura jamais une unanimité dans un pays ou alors dans une association. Mais c'est la base des textes c'est les textes qui font de vous, qui vous donnent cette légalité de pouvoir vous proclamer avec un titre ou pas. Donc, par rapport à la procédure et par rapport aux textes qui régissent jusqu'à présent l'UFI, même si nous avons des insuffisances qui peuvent être, modifiées ou alors complétées dans le futur, parce que dans une nation, une constitution, en fonction de l'évolution du pays, à un certain moment, on s'arrête et on change des virgules, on change des points-virgules. Alors, sur la base des textes que nous avons aujourd'hui, nous avons la légalité d'être appelé le président des Ivoiriens. Évidemment, d'autres Ivoiriens n'entendent pas cela de leurs oreilles. Donc, c'est des personnes donc, qui créent la confusion et qui créent, n'est-ce pas, un lobbyisme très avancé, surtout autour des personnalités diplomatiques, pour nous amener à être, j'allais dire, en aparté, et puis bon, à créer vraiment une situation assez difficile. Et nous avons même des personnes, j'allais dire, qui ne connaissaient rien en l'UFI, qui ont été parachutées dans cette crise et qui se donnent, j'allais dire, la latitude de prendre des décisions pour les Ivoiriens. Nous leur avons dit, bon, voilà, si vous voulez parler, si vous voulez prendre des décisions pour les Ivoiriens, vous venez à notre assemblée générale. C'est une assemblée ouverte. Nous l'avons fait, cette assemblée, le 29 avril. Nous avons invité personne
personnellement tous les responsables d'associations. Nous avons invité le président d'honneur, nous avons invité M. Touré Sekou, que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissent pas, mais qui est quelqu'un qui travaille à la Banque mondiale, qui est venu sur la scène par décision de M. Guy Komena, qui ne connaît rien absolument tout ce qui concerne le FI, mais qui a décidé d'être médiateur. À un certain moment, nous nous sommes rendus compte que la médiation était une médiation partisane. Donc, nous avons dit merci pour votre volonté, mais il serait intéressant que nous puissions évoluer vers le dialogue direct, c'est-à-dire les échanges directement avec lui-même et puis ses amis, parce que nous savons comment il est arrivé là et nous savons également les gens qui sont autour de lui. Et nous pensions que si nous justement demander, monsieur Dumandé, vous avez été élu président de l'Union française des Ivoiriens. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de travailler un peu sur le terrain? À vous entendre parler, on a l'impression qu'on vous jette un peu des bâtons dans les roues. Qui vous jette ces bâtons dans les roues et qui vous empêche certainement de travailler? À deux niveaux. Nous avons les bâtons dans les roues à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du président d'honneur lui-même, le président, l'ambassadeur. De façon officielle, l'ambassadeur n'a été honorifique dans la gestion de l'UFI, mais toutes les activités qui se passent au niveau de Washington DC sont plus ou moins accompagnées par cette sorcellerie. Alors, donc, ce qui s'est passé dès que nous avons fini notre passation des charges, alors, des responsables de la communauté ont couru vers l'ambassadeur pour nous appeler et pour que nous fassions équipe ensemble. Alors, nous avions mis notre campagne sous le signe de la réconciliation, donc c'était une occasion à saisir, mais au moment où nous pensions qu'on devait faire une équipe ensemble pour avancer, alors la proposition venue de l'ambassadeur était plutôt de tout annuler. On lui a demandé, mais sur quelle base? Bon, donc la raison que nous avons reçue, c'est que, parce que vous étiez candidat unique là-bas, et donc par rapport à ça, il faudrait qu'on recommence tout. Bon, on lui a demandé est-ce qu'il avait une finance dans les textes. Donc, par rapport à une situation pareille, donc la chancellerie a donc décidé de pouvoir plus ou moins informer, j'allais dire, toutes les communautés, comme quoi elle n'accompagnerait pas notre mandat. Alors, et comme je vous ai dit à deux niveaux, donc le premier niveau étant au niveau de la chancellerie, donc le deuxième niveau au niveau des responsables d'associations et des associations religieuses évidemment. Alors, donc ces responsables d'associations sont en rapport également avec cette chancellerie. Alors, quand nous les appelons, quand nous voulons travailler sur le terrain, beaucoup d'entre eux sont très heureux du fait que nous soyons là parce qu'ils nous connaissent, on a travaillé ensemble depuis des années. Mais à the same time, excusez-moi, ils essaient de nous faire comprendre que il paraît que il n'y a pas l'unanimité sur votre mandat, donc nous voulons attendre un peu avant peut-être de vous recevoir. Nous aimerions que tout soit clair d'abord parce qu'il y a quelqu'un qui nous a appelé de l'autre côté qui lui aussi est président. Donc si vous voyez, si vous comprenez, il y a une cacophonie qui existe. Alors même s'il y a une volonté des personnes pour nous recevoir, et ces personnes-là hésitent parce qu'ils se disent que, mais écoutez, on peut souvent nous demander et puis après on va nous apprendre que c'est M. Kouakou qui vient d'être élu parce que il y avait un problème, tout le monde est de l'autre côté. Alors qu'une association vit avec des cotisations. Nous avons besoin de tous les Ivoiriens pour cotiser par rapport aux ambitions que nous avons pour les Ivoiriens ici. Nous avons une ambition pour trouver un siège social, nous avons des projets de société, nous avons pas mal de choses et ça se fait avec de l'argent. Et ça ne peut pas se faire si nous n'avons pas tout ce monde-là autour de nous. Alors, nous avons essayé, nous avons déjà fait 2 grandes sorties, nous avons été bien reçus dans 2 grandes associations, mais c'était des associations religieuses. Après, il y a eu des personnes qui nous ont dit, bon, vous êtes venus, c'est vrai, mais en même temps, il y a un autre groupe qui veut également venir parce que vous êtes venus, et voilà. Donc, ça crée un peu de confusion. Alors, pour répondre à votre question, ce qui nous empêche à travailler, c'est un peu le désordre qui est mis exprès sur nos chemins. Les bâtons qui sont mis dans nos rues, pour ne pas que nous puissions avancer, quel que soit le lieu où nous allons. Pourtant, dans notre équipe, nous avons... Vous reconnaissez qu'en réalité, on vous empêche de travailler, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on vous empêche?
absolument, et je vais vous donner un exemple assez clair. Aujourd'hui, de façon parallèle, des personnes qui se sont autoproclamées, j'allais dire, présidents d'associations, ils ont mis une équipe en place qui est aujourd'hui gérée par un certain Piaka, Gustave, que je connais bien, par rapport à la lutte politique que nous avions eu dans le temps passé, alors qui est le responsable de l'infragroupe qu'on appelle le fromage. Donc, il s'associe à d'autres petits groupes qui sont minoritaires sur le terrain, parce que les infragroupes, on les connaît. Ils sont au nombre de 3 ou 4. Et ces personnes-là, aujourd'hui, se promènent chez les gens, se promènent chez ceux qui vous appellent des responsables ou bien des leaders d'opinion. On leur fait comprendre que la communauté est divisée. Et donc, eux, ils ont pris la décision sur eux de convoquer une assemblée générale, ce qui est hors des textes. Et cette assemblée générale, pour eux, va décider d'une nouvelle échéance électorale. Et c'est ce président que la communauté devrait pouvoir suivre. Donc, ils vont certainement créer de nouveaux textes. Ils vont créer, je ne sais pas quoi. C'est pour vous dire que à ce niveau, et puis évidemment, j'avais oublié de vous le dire, ces personnes ont la porte ouverte à l'ambassade. Elles font des réunions régulières au niveau de l'ambassade et sortent de l'ambassade pour empoisonner la ville. Donc, nous sommes dans la légalité, nous sommes avec nos responsables, mais à des mêmes temps, nous nous rendons compte que on ne veut pas de nous. C'est ça la vérité. On ne veut pas de nous. Alors donc, nous nous retrouvons dans une situation assez problématique. C'est-à-dire, où nous décidons de défendre donc la légalité, et nous sommes là, nous ne pouvons pas faire d'activités réelles parce que nous n'avons pas de moyens, financièrement parlant. Et là, ils seront bloqués dans leur élan, bien sûr, ou alors nous allons à des négociations et puis nous démissionnons, comme la présidente sortante, par exemple, qui a eu à démissionner parce qu'elle ne pouvait pas travailler. Alors nous lançons le tablier, nous jetons le tablier et puis nous disons, écoutez, mettez celui que vous voulez. Et là, dans ce cas, le coût monté le 12 juin dernier pour permettre à la présidente sortante de démissionner, et ces mêmes personnes vont être très contentes parce que leur objectif était de faire démissionner une présidente et se présenter candidat et prendre les règnes de l'UFI. Nous nous sommes retrouvés sur leur chemin et nous avons pu, n'est-ce pas, mis assez de personnes autour de notre candidature. Ça, n'est-ce pas, brouillé les cartes de pas mal de personnes. Alors, notre départ pourra évidemment leur faire plaisir. Et puis ce sera un éternel recommencement. Nous sommes donc dans un dilemme en ce moment où nous restons croiser les bras, comme pas mal d'associations ivoiriennes où le président est là depuis des années, il ne fait aucune activité, mais au moins il est président. Ou alors, nous disons, écoutez, bye bye à l'UFI, trouver quelqu'un d'autre qui aura certainement des entrées plus faciles au niveau de l'ambassade et puis au niveau des associations pour permettre à la communauté d'avancer. Voilà. Mais au départ, M. Demandé, quand il y avait certainement un peu des problèmes au sein de l'Union fraternelle des Ivoiriens, je crois que certaines personnes avaient demandé l'intervention de l'ambassadeur. Je crois qu'il avait dit qu'il était très occupé, qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Alors, dans ces conditions, vous avez été élu. Alors, qu'est-ce qui explique l'implication de l'ambassadeur et à vous entendre parler, c'est qu'il fait partie un peu de ceux qui sont en train de mettre des bâtons dans vos roues. Pourquoi, selon vous, une implication, j'allais dire, de son excellence maintenant? Je vous assure que je suis personnellement surpris, moi-même, par l'attitude de son excellence, parce que c'était quelqu'un de très ouvert, qui souhaite toute paix et tout. Nous sommes allés le voir à plusieurs reprises pour qu'il puisse, n'est-ce pas, mettre tout le monde ensemble dans une maison, aucune élection, entendons-nous d'abord, tranquillement, il n'en soule là-bas, il nous a dit effectivement qu'il était très occupé, il venait d'arriver, la Côte d'Ivoire venait d'une crise électorale assez difficile, la Côte d'Ivoire n'était plus dans certaines organisations, il fallait qu'il travaille, et donc nous, il travaillait tout le temps, et en même temps, il avait réussi à quand même envoyer des lettres de recommandation, il avait réussi à envoyer des courriers auprès de M. Clément Labo et auprès de Jeannette K pour dire, écoutez, je suis très occupé, est-ce qu'on peut suspendre tout? Alors, il a été écouté par Jeannette K, mais il n'a pas été écouté par Clément Labo. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que
la personne qui l'a écouté et la personne qui ne l'a pas écouté, les deux sont mises dans la même assiette. Et nous, personnellement, nous avons eu à faire 2 délégations auprès de l'ambassadeur pour lui expliquer la crise. Et il nous a fait comprendre que ce n'est pas un problème. Nous pouvons avoir peut-être 6 UFI. Il n'y a aucun problème. Et lui, il ira, il accompagnera toutes les associations ivoiriennes. Et c'est une information importante parce que, à l'époque, nous avions été choqués. Mais après, nous nous sommes rendus compte que, bon, s'il y a 6 UFI, alors certainement, on ira vers l'UFI qui est au moins dans les textes. Et puis on dira, bon, écoutez, comme vous avez au moins le texte avec vous, vous avez fait la passation des charges comme les textes le disent, nous allons vous demander d'essayer de mettre tout le monde ensemble, mais vous serez au moins les premiers interlocuteurs. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, bon, c'est les personnes qui n'ont pas écouté hier, alors qui sont pratiquement sur la porte ouverte au niveau de la chancellerie, qui organisent des choses, qui reçoivent les délégations ivoiriennes, comme en ce moment. Le Premier ministre est là avec une grande délégation. Nous observons, nous prenons note. Et puis bon, nous avons déjà demandé audience à l'ambassadeur à plusieurs reprises, à 2 reprises. Nous attendons toujours qu'il ait le temps de nous recevoir. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens, nous avons besoin de lui parler. Nous avons envoyé plusieurs courriers, des courriers où nous désapprouvions certains comportements de ces leaders d'infragroupes qui disent qu'ils viennent de sa part. Et ils ont eu à mettre un courrier sur le net, à nous injurier. Moi, j'ai avec moi des aînés qui ne peuvent même pas, qui sont juste là dans l'UFI parce que je suis là, qui n'ont rien à voir avec ce genre d'association de façon immédiate, qui ont de grands enfants, mais qui ont été injuriés sur le net, tout simplement parce qu'ils sont avec moi. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui nous fait très mal et nous avons demandé à l'ambassadeur de nous rencontrer. Il est toujours occupé et nous espérons qu'il aura le temps un jour de rencontrer au moins notre équipe pour savoir ce que nous faisons, ce que nous voulons, et puis bon, pourquoi pas, comment est-ce que nous pouvons l'aider à mettre tout le monde ensemble, plutôt que, bon, apparemment de nous donner d'eau, et puis ouvrir une autre brèche qui fait beaucoup plus de divisions dans notre communauté. Mais réellement, je crois que vous avez commencé déjà à expliquer. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de travailler? Vous avez dit qu'on met des bâtons d'abord, nous comprenons. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une reconnaissance du côté de l'ambassade avant d'entreprendre quoi que ce soit? Ou bien la pression autour, ou bien ceux qui travaillent avec l'ambassade aujourd'hui pour vous empêcher de travailler ont le monopole un peu au niveau de la communauté. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ils ont surtout le monopole au niveau de la désinformation. Vous savez, pour détruire, c'est facile. C'est construire qui est difficile. Parce que quand vous voulez construire, vous prenez le temps d'expliquer, à monter les monuments et autres. Mais la désinformation est assez claire. Nous avons essayé de travailler déjà sur le terrain. N'oubliez pas que en 3 mois déjà, nous avons fait une grande assemblée générale ouverte. Et à la veille de notre assemblée générale, nous avons eu des courriers sur le net qui demandaient aux Ivoiriens de ne pas sortir. Et ont expliqué que c'était une décision des autorités diplomatiques qui faisait que bon, les Ivoiriens ne devaient pas sortir. Bon, moi j'ai eu des Ivoiriens qui sont venus, mais la majorité de ceux que j'ai vus à mon âge, c'est ceux qui étaient venus à mon élection. Alors qu'une fois qu'on est élu, on va au-delà de son électorat. Alors, vous savez, il y a ce problème, donc que la désinformation existe dans la communauté. Il y a une équipe qui est mise en place, qui passe des coups de fil, qui passe chez des gens, que ces personnes nous appellent pour dire, mais écoutez, voici ce que je viens d'apprendre. Et lorsque nous donnons la vraie information, et la personne fait le geste, le son habituel qu'on connaît en Côte d'Ivoire, ça veut dire je comprends maintenant, mais combien de personnes arrivent à prendre son téléphone et nous appeler? Donc la désinformation va rester auprès de la personne qui restera silencieuse. Et ça, c'est le premier point, la désinformation. Et de 2, au niveau de la cotisation, nous avons besoin d'un engouement réel des Ivoiriens autour de nos projets. Alors, si vous avez des projets et vous pouvez trouver, on avait pratiquement bouclé un contrat sur le siège que nous voulions pour l'UFI il y a 20 ans, mais c'est de l'argent. Alors, on ne peut pas
s'engager dans quelque chose comme ça et puis payer de nos poches alors que c'est du bénévolat. Nous voulons que les Ivoiriens soient vraiment très engagés à ce niveau pour pouvoir nous aider à financer. Et bon, voilà, c'est un peu le deuxième point qui nous empêche de financer. Et puis le troisième point qui est assez litigieux, qui nous empêche réellement à travailler sur le terrain, il y a le problème juridique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez claires entre le faux qui a été fait à l'époque et le faux, le vrai, les signatures qui ont été falsifiées, des titres qui ont été, j'allais dire, falsifiés également, s'autoproclamés. Donc, ça nous amène à une situation de justice si nous décidons, j'allais dire, de foncer vers, j'allais dire, un grand conflit, vous voyez. Alors, c'est quelque chose que la présidence sortante, par exemple, a évité. C'est quelque chose que le président de la transition a évité également. Alors, j'ai hérité de cette situation où je devais finir la légalisation de l'UFIN. Et à partir de ce moment, quand on pousse le pion d'une certaine manière, les personnes aujourd'hui qui sont en train de faire la désinformation, ces personnes seront, j'allais dire, devant la justice pour expliquer pourquoi elles ont eu à faire cela. Alors, nous avons compris que ces personnes n'étaient pas vraiment informées. Vous voyez, nous avons affaire à des gens qui ne connaissent pas vraiment les États-Unis, qui n'ont même pas peur du fait que si ils vont à la justice et qu'ils ont un cas criminel, ça peut créer pas mal de problèmes pour leur futur, pour leurs enfants et tout ça. Et beaucoup d'entre elles disent que non, quand on va à la justice, c'est vrai que M. Demandé va gagner, mais on va nous dire, bon, paye telle amende et on va payer et puis c'est fini. Voilà. Donc il y a une méconnaissance de la communauté américaine qui fait que, avec mes conseillers, nous avons dit, bon, nous allons prendre un peu de temps encore pour permettre à toutes les choses de se calmer avant de vouloir vraiment entraîner qui que ce soit devant un juge, parce que déjà que la communauté est divisée, alors nous commencerons notre mandat sur telle ou telle personne en prison. Alors je ne crois pas que nous aurons assez de portes ouvertes dans la communauté dans ce cas, parce que cette association est là pour réunir les Ivoiriens. On parle d'union. Alors, vous commencez votre mandat et vous avez déjà des Ivoiriens en prison, par votre faute, parce que vous vouliez être président dans tous les cas. Donc, nous avons essayé de temporiser à ce niveau. Mais ça peut se régler. Mais le problème principal, c'est le fait que nous avions vu, j'allais dire, le soutien de la légalité de pas mal de responsables communautaires et du président d'honneur dès le début, au moment des échéances électorales. Et après les élections, nous nous sommes rendus compte que l'autorité diplomatique a tourné dos à ce qui était une réalité sur le terrain, à tout ce qu'elle avait eu à dire hier, et automatiquement, des personnes, des responsables des communautés qui aiment toujours être autour de l'ambassadeur, qui cherchent des positions à l'ambassade, et ces personnes-là, difficilement aujourd'hui prennent le coup de fil parce que bon, peut-être qu'en vous accompagnant, c'est un peu comme ils sont en train de s'éloigner de l'ambassadeur, alors que bon, ils aiment être autour de l'ambassadeur comme si bon, l'ambassadeur est celui-là qui paye leur maison. Alors ça crée assez de confusion. Donc nous n'avons pas de porte ouverte au niveau de l'ambassade et nous n'avons pas de porte ouverte au niveau de certains responsables des communautés. Et nous avons les communautés qui nous ont voté, les responsables qui nous ont voté, mais nous voulions une association beaucoup plus ouverte à d'autres communautés. Dans ce cas, si nous ne pouvons pas avoir ça, c'est que nous sommes juste peut-être responsables d'un sous-groupe et là, c'est pas joli. Voilà. Vous êtes en train de nous avouer un peu votre impuissance face à tout ça. La question que nous allons vous poser alors, qu'allez-vous faire dans une telle situation? Est-ce que vous allez continuer certainement à diriger l'UFI dans une telle situation? Oui, je vous ai parlé tout à l'heure d'un dilemme. Nous avons deux choix. Le premier est juste de rester intact, c'est-à-dire ne pas faire d'activité, comme ça se passe dans certaines villes des États-Unis où le président est là, il n'y a pratiquement pas d'activité. Et puis bon, cette attitude empêchera qu'on appelle ça, les animateurs du désordre d'avoir du succès, j'allais dire, de créer quelque chose de pareil, parce que
que nous sommes là avec notre équipe, ils ne pourront rien réaliser de concret. Ils pourront peut-être réorganiser ce qu'ils veulent organiser, mais ils auront toujours une division sur la table, sur le terrain, pour dire, écoutez, tous ceux qui ont voté Demandé, c'est ceux qui ne vont pas venir nous voter. Donc, est-ce qu'on ne peut pas déjà négocier avec Demandé? Donc, les amener à arrêter la désinformation et venir s'asseoir à une table avec nous et que nous puissions mettre une équipe commune. Ça a été notre objectif. Nous avons proposé la présidence conjuguée. Nous avons même, mon équipe était prête à faire corps avec quelles que soient les personnes qu'on pouvait nous donner. Et non, tant que nous pouvons avoir une seule équipe qu'on allait présenter à la communauté. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, nous pouvons donc, j'allais dire, démissionner parce que c'est un poste, j'allais dire, de service. C'est pas lucratif, c'est pas rémunéré, j'allais dire. Et nous pouvons dire, écoutez, c'était pour aider une communauté, mais si des gens nous créent des problèmes, bon, c'est pas évident que nous puissions salir un peu notre réputation que nous avions bâtie dans cette communauté depuis des années, j'allais dire une décennie au moins. Alors, donc, ces deux dilemmes sont existants. Nous avons des gens dans le bureau qui sont en train de réfléchir là-dessus. Nous avons des hommes de Dieu qui nous rencontrent. Le week-end prochain, le pasteur Goulia a prévu une rencontre. Si elle est confirmée, nous y serons. Donc, il y a des séances au niveau des responsables religieux qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut faciliter cela. Mais tant que nous n'avons pas cette union, alors tout ce que nous allons mettre sur la table, ce sera juste, ce sera une partie des Ivoiriens que nous allions forcément animer. Et puis bon, évidemment, n'oubliez pas qu'au moment où nous avons une activité organisée, programmée, il pourra avoir aussi une autre activité parallèle. Comme nous invitons, j'avais dit Alpha Blondie pour le samedi, whatever, pour danser. Le même samedi, l'autre groupe peut convoquer, par exemple, j'allais dire Didier Drouga pour faire une conférence sur la réconciliation. Les Ivoiriens seront partagés. Et ce n'est pas des situations que nous voulons forcément encourager. Alors nous voulons travailler sur l'unité et jusqu'à présent et permettre à nos autorités que nous ne sommes pas là pour des ambitions personnelles. Beaucoup de personnes disaient que ce Diomaye a besoin de ce poste pour se rapprocher du président. Ce n'est pas vrai. Bien au contraire, je pense que si c'était le PDCI qui avait gagné les élections, je pouvais dire oui. Je ne les connais pas, les gens qui sont avec le président Bédié. Mais ceux qui sont avec M. Ouattara, je connais la majorité d'entre eux. Ces personnes venaient ici en mission, on les recevait en dîner. Donc, l'UFI ne va pas ajouter quelque chose de plus aux relations que j'ai. Bien au contraire, je voulais profiter peut-être de ces relations pour permettre à l'UFI d'avoir une position de choix dans la gestion communautaire au niveau de la diaspora. Et ça allait permettre à cette association vraiment de s'envoler. Nous suivons, M. Madia. Donc, vous êtes un peu dans une situation un peu difficile. Est-ce que cela vous a fait pratiquement dans votre vie de tous les jours à la maison avec les enfants, au niveau du travail? Est-ce que vous êtes un peu affecté par, si vous voulez, tout ce qui se passe un peu au niveau de l'UFI? Oui, je peux dire que je suis affecté réellement parce que je suis quelqu'un qui adore j'allais dire, la paix, la réconciliation, le consensus. Alors, j'essaie de mettre tout le monde ensemble, je fais mes analyses. Si je tort, mais je donne toujours la chance, n'est-ce pas, pour qu'on puisse mettre les gens ensemble. Alors, je me rends compte que des personnes qui avaient des problèmes, j'allais dire personnels, à l'intérieur des associations précédentes que nous avions, alors ces personnes utilisent aujourd'hui l'UFI pour les bâtons dans nos roues. Donc, ça m'affecte. Je peux dire que c'est parce que je suis là que des personnes trouvent que l'UFI ne devrait pas avancer, alors que moi, je ne suis qu'une personne. L'UFI est au-dessus de moi et la Côte d'Ivoire au-dessus de l'UFI. Alors, moi, je souhaiterais que ces personnes essaient de voir le big picture, comme on le dit aux États-Unis, pour ne pas regarder la personne qui a été élue, mais regarder les Ivoiriens qui ont besoin d'être organisés comme une communauté réelle aux États-Unis. Donc, je suis très affecté.
que je suis souvent obligé de mettre un peu l'argent dans la poche. Mes amis qui sont avec moi, les membres du bureau, les conseillers, sont obligés souvent de mettre la main dans la poche. L'objectif n'était pas ça. On n'est pas, vous ne demandez pas à des gens de venir vous accompagner, vous aider, et puis ensuite, leur prendre de l'argent. On devrait pouvoir avoir l'argent de la communauté, gérer ça de façon claire, faire un compte rendu moral et financier. On a un commissaire au compte, ça m'a fait très plaisir. J'aimerais remercier M. Go en passant, qui devait nous aider à la gestion financière. Bon, heureusement, j'ai des amis, j'ai une épouse qui me soutient bien, mes enfants également. Mais je voulais vraiment dire merci à mon épouse d'abord et à mes aînés qui sont avec moi pour pouvoir me soutenir dans cette situation assez difficile, quoi. Alors, certaines personnes vont se dire que M. Dumandé, puisque vous êtes dans une situation où les choses sont un peu difficiles, pourquoi vous ne contemplez pas la démission? Que répondez-vous à cette personne? En fait, la démission n'est pas un geste de, j'allais dire, d'un chef. Un chef, normalement, ne démissionne pas. Il doit pouvoir s'adapter, doit trouver des méthodes d'accompagnement. Alors, je pourrais peut-être m'effacer d'une manière, une méthode qui peut être trouvée à l'intérieur de mon bureau parce que je ne suis pas seul, c'est une équipe. Et comme je vous ai dit au départ, j'ai des aînés. Voilà, donc, en tant qu'élu, je peux trouver des mesures pour, je ne sais pas, m'accommoder à une nouvelle donne, mais la démission en tant que telle, n'honore pas la personne qui l'a fait. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon caractère. Quand on vous donne une responsabilité, vous devez pouvoir l'assumer. Parce que nous avons quand même anticipé les difficultés de la gestion communautaire des Ivoiriens ici. Je connais des gens qui m'ont dit, écoutez, Pasteur Nda, par exemple, se demander, je ne crois pas que c'est une bonne idée pour vous, je vous connais, blablabla. J'ai dit non, Pasteur, ça peut aller. Et là, nous pensions que nous avions les textes avec nous, nous avions l'autorité avec nous, nous avions quelques responsables avec nous, mais il a fallu qu'après les élections, il y ait un changement. Alors, vous savez, quand il y a un changement, vous n'aviez pas anticipé le changement, c'est ce qui est un peu difficile en ce moment. Donc, nous essayons, par la présence des pasteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, Pasteur Gouya a déjà eu une séance avec nous, d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu essaient d'intervenir pour nous permettre de sortir de cette situation. Voilà. La démission, normalement, pour un chef, c'est pas évident. Il faut trouver une méthode alternative. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Bon, nous essayons de voir au niveau de nos responsables, au niveau de nos conseillers. Mais une chose est sûre, nous n'allons pas laisser les Ivoiriens aux mains des fossoyeurs, aux mains des gens qui font l'apologie du désordre, des gens qui se sont levés pour s'autoproclamer comme des responsables qui peuvent organiser des assemblées générales et puis mettre qui ils veulent à la tête. Nous n'allons pas laisser les Ivoiriens aux mains de ces personnes. Donc, nous allons être ouverts au dialogue, mais nous n'allons pas donner dos à toute cette légalité que nous essayons de défendre depuis le début. Donc, il va falloir trouver le juste milieu et c'est pour ça que des hommes de Dieu ont une certaine vision qui ont de la gestion communautaire sur le plan spirituel, qui sont également involvés pour nous permettre de trouver un plan d'entente. Voilà. Voilà. La question que certainement beaucoup de personnes aussi vont se poser, c'est au niveau certainement, on nous disait que vous aviez quand même de très bons rapports avec l'ambassadeur. Votre femme, je crois que c'est rendre guillemets un peu parenté un peu à son excellence. Alors, est-ce que ce problème n'aurait pas dû certainement se régler certainement en famille, qu'on vous donne des conseils, vous donnez des conseils afin certainement d'avancer? Pourquoi cette possibilité n'a pas été certainement exploitée? Nous l'avons essayé, effectivement. Vous savez, il y a la fonction d'État, il y a la fonction parentale. Nous avions effectivement
des relations assez proches avec l'ambassadeur, mais bon, c'est une personne qui représente l'État de Côte d'Ivoire et il s'est retrouvé à un moment où l'ambassadeur a été, j'allais dire, effrayé de le rapport qu'on nous a envoyé par le fait que l'autre équipe qui n'était pas venue voter M. Djemondé était une équipe qui était très forte. C'était une équipe qui était remplie de personnes de l'opposition, puisque l'ambassadeur représentait l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça a été plus ou moins politisé et pour, n'est-ce pas, présenter la chose à l'ambassadeur. Donc on lui a fait comprendre que si vous voulez faire la réconciliation ici, la seule option pour vous, c'est de vous rapprocher de cette équipe-là, de l'autre équipe, parce que c'est cette équipe-là qui représente tous les, j'allais dire, les sympathisants de M. Laurent Gbagbo. Vous connaissez Djemondé, vous savez de quel côté il est, ils ne sont pas avec lui. Donc, voilà. Alors, du jour au lendemain, nous nous sommes rendus compte, qu'il y avait une attitude qui n'était pas très ouverte à notre niveau. Alors que, pendant toute notre campagne, bien au contraire, c'est nous qui avions toutes les tendances dans notre équipe. Alors donc, j'ai été très surpris que cette désinformation arrive auprès de l'ambassadeur, mais il était trop tard et pour nous d'arrêter, n'est-ce pas, ce changement de direction qu'ils avaient au niveau de l'ambassade. Et donc, ayant changé de direction, c'était difficile maintenant de revenir en arrière. Alors, donc, l'idéal pour eux était de dire, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout annuler puisqu'il n'y a pas de salaire là-dedans. Alors, donc, pour des doyens à moi, on leur lui dit, mais écoutez, pourquoi est-ce que vous étiez au Brésil, au moment où il y avait 2 présidents en Côte d'Ivoire, mais vous avez accepté un président pour venir ici. Alors, c'est sur la base peut-être des textes que vous avez lus, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que vous n'aviez pas dit, bon, non, je ne veux pas venir parce qu'il y a une confusion, est-ce qu'on ne peut pas remettre tout le monde ensemble avant que je vienne? C'est un peu le même cas ici, c'est aussi les Ivoiriens qui sont là. Et c'est nous qui vivons ici. L'ambassadeur est quelqu'un qui va passer. Il peut être affecté demain, lundi, et nous serons toujours là entre nous. C'est ce que nous essayons de faire comprendre à nos amis. Ne poussez pas l'ambassadeur à faire des erreurs. Essayons de régler nos problèmes entre nous, faisons le dialogue direct. Alors, donc, toutes ces personnes sont autour de l'ambassadeur. Bon, et carrément, comme nous avons des rapports, vous l'avez dit, nous essayons de ne pas, n'est-ce pas, ouvrir la brèche de ce côté, c'est-à-dire que depuis la crise, nous ne sommes pas allés frapper à la porte de l'ambassade ou bien à la résidence de l'ambassadeur pour dire, bon, on veut te parler. Non. Nous l'avons fait avant que la crise ne s'installe pour qu'il puisse permettre à la communauté d'être unie avant d'aller aux élections. Alors, à partir du moment où il n'a pas pu le faire et qu'il est venu avec son conseiller pour accompagner l'Assemblée générale de faire le mandat où ils ont eu à demander à tous les Ivoiriens de venir accompagner cette transition, nous avons dit que le problème était réglé. Donc, nous sommes venus avec toute notre équipe à cette transition et nous avons fini les élections et nous avons fait les efforts auprès des autres équipes de venir à cette élection pour que nous puissions terminer le désordre. Alors, pour nous, à la fin, alors, tout allait être réglé. Alors, on a été sûr de constater que, bon, bien qu'ils aient dit oui, venez à cette élection, le lendemain, on change de veste pour dire, bon, écoutez, je ne peux pas reconnaître quelqu'un parce que la communauté est divisée. Alors, la communauté est divisée, pour nous, il y a une grande part de responsabilité de son excellence et de son équipe. Et ça, il faut le dire. Il y a une grande part de responsabilité. Il y a des hommes de Dieu qui sont allés le voir. Ils n'avaient pas eu le temps. Mais aujourd'hui, la crise est grave. Et nous sommes interpellés à plusieurs reprises. Nous avons été invités par Ivoire TV, nous avons été invités par Fraternité Matin pour que nous puissions faire des déclarations, pour que nous puissions expliquer la situation ivoirienne. Mais nous ne voulons pas, nous sommes retenus parce que on s'est dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin aujourd'hui d'une division assez grande. Donc nous essayons de régler la chose par rapport aux hommes de Dieu et voir comment est-ce que nous pouvons trouver une solution. Parce que les gens d'Abidjan, par exemple, ont vu la passation des charges que nous avons eu à faire. Ils ont eu aussi d'autres messages qui partaient à contre-courant. Alors, ils ont besoin d'explications. Et nous attendons jusqu'à présent à ce que les hommes de Dieu finissent. Et puis bon, si nous ne trouvons pas de solution, si nous voulons mettre ça sur le plan national pour expliquer comment est-ce que la crise est arrivée, bon, je pense que
mes aînés et moi au niveau de ma coalition, ben, nous prendrons la décision salutaire, j'allais dire, pour la communauté ivoirienne. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu déçu ou bien avez-vous des regrets? Est-ce que vous êtes un peu déçu à tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez des regrets ou bien vous êtes fier d'avoir exposé pratiquement un peu, si vous voulez, d'hypocrisie autour donc, de l'Union fraternelle des Ivoiriens? C'est ce que j'allais dire. Déçu, mais pas de regrets. Déçu de constater que des personnes, malgré leur fonction, ne peuvent pas se mettre au-dessus d'une mêlée et dire la vérité. Et là, c'est vraiment ma grande déception. Maintenant, le regret, je ne crois pas. Cette aventure de l'UFI m'a permis de connaître un peu le degré d'hypocrisie de pas mal de personnes qui étaient autour de moi. Des personnes, j'allais dire, de ma famille, qui pouvaient rentrer dans ma chambre, dormir avec, je ne sais pas avec moi pendant combien de temps, qui, pour d'autres intérêts, se sont retrouvés opposés à moi. Et c'est d'autres personnes, des personnes que, bon, je saluais comme ça dans la rue, on a même eu à faire des combats politiques ensemble, mais qui m'appellent régulièrement, qui veulent passer mes voix. Alors donc, ça permet de connaître l'homme changeant, l'homme imprévisible. Et là, c'est intéressant. Et cette aventure m'a vraiment, j'allais dire, permis de connaître l'hypocrisie, ou du moins le degré d'hypocrisie de l'homme avec un H. Et là, ça fait plaisir, ça vous permet de mieux vous préparer. Si nous sommes appelés à participer à 10, 15, 20 ans ou 5 ans à la gestion de notre pays, je pense que la région de Washington DC nous a vraiment formés. Alors donc, nous n'avons pas de regrets, nous sommes déçus, c'est sûr, mais nous pensons que notre attitude a permis à pas mal d'Ivoiriens de comprendre qu'il peut avoir, et qu'il puisse avoir plutôt des personnes qui sont intègres, qui peuvent lutter pour un idéal. Alors, sans confiance, sans parti pris, nous sommes venus à l'UFI pour une gestion communautaire. Des personnes proches de moi politiquement, j'allais dire, étaient dans une direction que je trouvais pas trop salutaire pour la communauté. Et nous avons donc décidé de nous arrêter, d'observer et de prendre une autre orientation. Alors que si nous voulions juste faire de la politique partisane, ben, nous serons bien allés dans la mouvance et puis isoler tous ceux qu'on dit sont, j'allais dire, de la mouvance de l'opposition. Non, nous avons dit la Côte d'Ivoire est une et indivisible. On peut avoir des combats différents, mais à l'intérieur de l'UFI, nous avons tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire la place de la Côte d'Ivoire dans la diaspora ivoirienne. Donc, aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir montré, surtout à ceux qui étaient des opposants politiques à nous, que nous étions opposés à eux sur des idées, mais que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous pouvons marcher avec eux, et même si nous constatons que nos amis sont à gauche et que nos amis sont dans la mauvaise voie, nous allons les abandonner pour aller avec eux, parce que si nous trouvons qu'ils étaient dans la bonne voie. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ça nous crée des problèmes d'avoir décidé de dire non au désordre et de dire oui à la légalité. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et il faut dire que nous n'avons pas anticipé la désinformation à un degré aussi exponentiel. Et les gens qui sont autour de moi, des personnes très sages, ne sont pas des personnes qui peuvent prendre une personne par jour. Oui, est-ce on peut parler un peu que vous êtes en train de vivre un peu la solitude, un peu du pouvoir. Certaines personnes disent que même votre famille, j'allais dire un peu politique, et au niveau aussi, j'allais dire au niveau de la communauté, ces familles vous ont peut-être un peu abandonné. Est-ce que d'abord c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce que vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle un peu la solitude, un peu en tant que leader? Non, je ne pense pas. D'abord, je ne vis pas la solitude, pas du tout. Et l'abandon dont on parle, je vous ai parlé tout à l'heure de certains amis. Donc ça, c'est une décrise d'hypocrisie, mais ça n'a rien à voir avec un abattement. Quand nous avons des activités de famille, nous nous retrouvons dans les familles. Alors, il n'y a pas
pas longtemps, mon fils a eu un accident. J'ai eu pas mal j'allais dire, de soutien. Donc, l'abandon, c'est trop dire. On n'a pas eu j'allais dire, la même vision à un certain moment sur un point précis. Vous voyez. Et vous savez également que quand vous êtes il y a des familles où des personnes aimeraient être les seules en vue dans cette famille. Alors quand vous sortez donc de là, ces personnes-là peuvent s'opposer à vous, mais cela ne veut pas dire que toute la famille vous abandonne. Alors là, pas du tout. Bien au contraire, je n'ai pas de problème personnel avec toute ma communauté. Il y a des personnes qui avaient, avant l'UFI, des problèmes avec M. Diomandé, évidemment, parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Pour une question de principe, il y a des personnes que moi-même, je ne trouvais pas vraiment fréquentables par rapport à la religion, par exemple, ou bien par rapport à leur comportement dans la vie. Mais dès que, vous décidez de vous présenter à une échéance comme ça, vous verrez que ces personnes ne vont pas vous soutenir. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes abandonné par votre communauté. Ma communauté, au niveau de la religion, par exemple, a ses problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec M. Diomandé. Et dans les problèmes personnels de cette communauté, M. Diomandé défend une position. Alors, donc, tous ceux qui défendent des positions contraires dans cette communauté restent dans leur position. Et moi, je suis également dans ma position pour ce qui concerne ma communauté. Maintenant, quand nous allons au niveau de l'UFI, nous partons sur les textes et nous essayons de développer ces textes partout où on nous fait appel. Et jusqu'à présent, nous constatons qu'aucun d'entre eux ne peut vraiment venir sur des antennes ou bien faire des vidéos ou bien aller pour expliquer réellement quel est leur problème. Ils ne peuvent pas le dire. Et voilà. Donc, nous savons que nous sommes dans le droit, mais sauf qu'il y a une volonté manifeste de ne pas aider les Ivoiriens à être unis par nos aînés diplomatiques ou certains aînés communautaires qui ont tout simplement décidé de ne pas aider les Ivoiriens à s'unir autour d'un texte. C'est aussi simple que ça. Alors, un texte, il faut le dire, Jacques, est insuffisant. La perfection n'est pas de ce monde. C'est notre point de vue. La perfection n'est pas de ce monde. C'est sûr qu'une virgule ou bien un point-virgule a été mal mis quelque part. Il n'y a pas de problème. Mais c'est à nous de pouvoir adapter ce texte-là aux réalités. On n'abandonne pas tout pour le prendre à zéro. Ça n'a aucun sens. Si on devait le faire, on devait le faire avant d'aller aux élections. On n'envoie pas un courrier, on n'envoie pas un responsable pour soutenir le mandat du fait et ne pas accepter les résultats de ce mandat du fait. Ça n'a aucun sens. Et c'est un peu ça notre problème. C'est pour ça que nous essayons de rencontrer M. Dabaté pour lui dire, écoutez, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le fruit de quelque chose que vous avez soutenu. Alors, vous acceptez la moment où vous refusez l'enfant, ça n'a aucun sens. C'est une volonté manifeste de diviser les Ivoiriens, et c'est grave. Au départ, M. Diomandé, votre combat, c'était d'être à la tête de l'UFI et d'apporter exactement votre savoir, et bien votre connaissance à l'édifice de l'Union fraternelle des Ivoiriens aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est exactement votre combat? Quel est le sens de votre combat? Est-ce que vous vous maintenez toujours à la tête de l'UFI afin de lutter, en guillemets, contre ces mauvaises personnes qui ont toujours contribué à la destruction de l'UFI, ou bien vous êtes à la tête de l'association parce que vous dites, bon, j'ai gagné, il faudrait que je parte jusqu'au bout de mon mandat? Bon, non, je crois que notre objectif reste le bien-être de notre communauté. Comment aider la communauté ivoirienne à challenge les autres communautés africaines dans la région métropolitaine de Washington DC. Ça, c'est notre objectif premier. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est de montrer à la communauté qu'elle a en son sein des personnes intègres qui peuvent lutter pour la vérité et la légalité sans parti pris. Et là, dans ce cas, de façon évidemment par conséquent, c'est une manière pour nous de mettre frein au comportement de certains Ivoiriens ici qui pensent qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps de cette communauté à tout moment. Alors, donc, ces personnes ont aujourd'hui en face d'elles mon équipe et moi-même
pour dire, écoutez, ça fait quoi, 10-15 ans vous êtes là, chaque fois c'est vous qui êtes en train de faire partie des présidents, c'est vous qui faites les réunions parallèles, c'est vous qui trouvez que tel président n'a pas fait d'assemblée générale, il faut l'enlever, il faut le blâmer, c'est vous qui trouvez ça. Alors, trop c'est trop, et puis bon, voilà, nous nous arrêtons. Donc, c'est aussi le deuxième point pour nous, pour permettre à ces personnes de comprendre que aujourd'hui, avec notre mandat, c'est la fin de l'ingérence, j'allais dire l'ingérence informelle, plutôt le respect. Nous voulons le respect des textes et accompagner les textes, corriger les insuffisances des partis. Notre objectif n'est pas de nous j'allais dire, nous maintenir à la tête non, coûte que coûte. Non, ce n'est pas l'objectif immédiat, dans la mesure où cette position ne nous apporte pas grand-chose. Bien au contraire, ça nous prend le temps, on va en prison pour soutenir les Ivoiriens qui sont emprisonnés, pour voir comment est-ce que nous pouvons leur trouver des avocats. Donc, ça nous prend du temps de faire ce genre d'activités. Même hier nuit à 21h, j'étais dans une prison dans la région pour l'un de nos amis qui traversent une période difficile. Alors, c'est des choses que nous essayons d'aider. Le mois passé, à Rockville, j'y étais pour libérer un Ivoirien qui avait utilisé mon adresse pour faire venir ses courriers. C'est des choses que nous faisons pour la communauté, mais on n'est pas payé pour ça. Alors, notre objectif, Jacques, n'est pas de nous maintenir coûte que coûte. Mais notre objectif maintenant est d'abord d'aider la communauté. Et si nous voyons que nous ne pouvons pas aider la communauté, nous devons nous arranger d'empêcher tous ceux qui veulent créer le désordre dans cette communauté de pouvoir avancer. Parce que s'ils réussissent, ils ont réussi à faire partie de la présidence sortante, ils ont réussi à créer la zizanie dans la communauté d'abord en n'écoutant pas les recommandations, j'allais dire, du président d'honneur. Et ensuite, après, quand ils se sont rendus compte que j'avais réussi à faire la passation des charges comme les statuts et les règlements les recommandent, automatiquement, ils ont changé de méthode pour dire, écoutez, aujourd'hui, nous voulons tout reprendre, mais c'est demander qui veut refuser tout. Alors, donc, on devient aujourd'hui la bête noire de la paix hein, dans la campagne j'allais dire, de désinformation. Alors, est-ce que vous avez certainement un message pour les Ivoiriens de la grande métropolitaine de Washington, D.C., qui vous ont élu porter à la tête de cette association, ou bien même ceux qui n'ont pas voté pour vous, qui vous écoutent en ce moment? Quel est votre message? Qu'est-ce que vous aimeriez certainement qu'ils sachent ou bien qu'ils comprennent un peu aujourd'hui? D'abord, le premier message, c'est un message, j'allais dire, d'appel à l'unité. Nous avons besoin d'être unis pour organiser quoi que ce soit. Nous avons des ambitions pour cette communauté, mais nous avons besoin d'être unis. Nous devons laisser nos divergences ethniques, religieuses et politiques pour venir autour de l'UFI. Et le problème des Ivoiriens, peut-être d'autres communautés, ils peuvent venir vous voter. Mais dès qu'ils votent, ils ont fini avec l'UFI, en guillemets. Ils viennent maintenant pour les fêtes, s'il y a des fêtes, ils ne vivent pas la vie de l'association. Et donc, quand vous avez des responsables avec vous, autour de vous, alors ces responsables ont d'autres préoccupations, ils ne seront pas là pour les débats quotidiens. Donc, le deuxième point, après l'unité, c'est de leur demander de vraiment chercher à se mobiliser autour de la personne qu'ils ont eu à mettre là pour, n'est-ce pas, terminer son mandat. Et tous ceux qui nous empêchent d'évoluer, qu'il y ait une coalition forte pour leur expliquer que nous sommes dans un mandat qui n'est pas payant, nous sommes au service de la communauté, de plutôt chercher à nous aider et mettre quelque chose en place, 2 ans après. 2 ans, ça passe vite. Et nous allons donc montrer dans ce cas à la communauté, j'allais dire africaine ici, que les Ivoiriens suivent au moins les textes. Parce que si chaque fois nous devons donner les textes, donner dos aux textes, nous n'allons pas évoluer. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Donc, le deuxième message ici serait que cette communauté ivoirienne se mobilise autour du président qui a été mis en place. Et dans la mobilisation, évidemment, c'est les appels, essayer de voir si on peut les rencontrer, essayer de faire des équipes de consultation, aller rencontrer même, pourquoi pas, nos aînés, nous allons leur donner des noms pour dire, écoutez, nous avons des problèmes avec tel groupe, nous avons des problèmes avec l'ambassade, nous avons des problèmes avec telle association, est-ce que vous pouvez créer une sorte de médiation afin que nous puissions trouver un terrain d'entente? Donc,
nous avons besoin de leur présence réelle. Mais nous ne voulons pas faire juste un mandat de à l'œil. Parce que nous pouvions, aujourd'hui, par exemple, louer 2 cars dans 2 semaines, lancer des messages pour dire, bon, lui, il va à la plage. Des Ivoiriens viendront. Même il y aura des Sénégalais, il y aura même des Nigériens qui vont venir s'installer pour s'inscrire pour dire, bon, allons à la plage. On dira, oui, lui, il a fait la plage. Mais écoutez, notre objectif, ce n'est pas juste de faire amuser la communauté. Nous avons voulu créer d'autres conditions, des conditions administratives, des conditions de gestion régulière au niveau du pays. Donc, nous avons besoin deuxièmement, donc, comme je dis, une mobilisation réelle de cette communauté ivoirienne autour de notre mandat pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller à la fin de mon mandat. Maintenant, le troisième message que je pourrais lancer, c'est plutôt permettre à nos aînés et aux hommes de Dieu d'éviter d'avoir des attitudes partisanes et de dire la vérité au moment où la vérité doit être dite. Aujourd'hui, le problème principal que nous avons, c'est que nos responsables, ou du moins nos aînés, n'ont pas... Oui, mais vous avez employé chaque fois, vous avez utilisé chaque fois un peu le mot les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Est-ce que vous avez seulement un peu, vous avez l'impression que la solution de ce problème se trouve dans les mains de Dieu aujourd'hui? Et on nous dit aussi que vous auriez eu certainement un peu de petits problèmes aussi dans ce sens avec votre imam. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Bon, pas de problème avec mon imam. Alors là, ça je peux. Nous avions au niveau de notre communauté, nous avons plusieurs imams. Il y a des imams qui sont involvés dans l'activité communautaire et il y a des imams qui se limitent juste à la gestion spirituelle de la communauté. Voilà. Donc, au niveau de l'IFI, je n'ai pas eu de problème personnel avec un imam. Je dis bien au niveau de l'IFI. Maintenant, est-ce que la solution se trouve dans la main de Dieu? Je dis oui. Je dis oui, parce que, comme on le dit... je dis les hommes de Dieu, hein. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais les hommes de Dieu, je veux dire. J'allais dire oui. Les hommes de Dieu sont les représentants, j'allais dire, visuels de Dieu sur terre, dans la mesure que c'est ceux-là qui apportent le message de Dieu, qui enseignent le message de Dieu, qui nous demandent de suivre le message de Dieu. Dieu même n'est pas présent pour nous le dire. Il y a des personnes assez fortes qui arrivent à faire des rêves, qui ont des songes, mais bon, nous allons régulièrement les dimanches à l'église et les vendredis à la mosquée pour écouter, n'est-ce pas, de façon rhétorique, les messages. Souvent, c'est les mêmes messages que nous avions, mais chaque fois quand ça revient, ça vous permet de vous ressaisir. Donc, ces personnes-là, j'allais dire ces hommes de Dieu, pour nous, aujourd'hui, sont des personnes assez importantes. Et la vérité pour nous est de dire, par exemple, à tous ceux qui ont décidé de suivre la légalité, de pouvoir continuer à suivre. Maintenant, si ils ont un problème de suivre la légalité, parce que la légalité est représentée par Diomandé, mais quand elle était représentée par Pasteur Aka, bon, ça sonnait différemment, on peut l'accompagner, ou bien avec Jeannette, ça sonnait différemment, on peut l'accompagner. Alors là, dans ce cas, alors nous attendons la preuve de ça, et puis bon, nous allons informer la communauté comme quoi ces genres d'attitudes-là ne devraient pas gérer notre communauté. Donc, Jacques, la solution se trouve dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, j'allais dire, à travers ces hommes, que ce soit des imams ou bien que ce soit des pasteurs, mais je dirais beaucoup plus aux mains des pasteurs, parce que les imams que nous avons dans cette communauté ivoirienne, ce sont des imams qui sont un peu loin de la gestion, j'allais dire, communautaire ivoirienne de façon générale. Nos imams sont beaucoup plus réservés au niveau de la petite communauté musulmane, alors que les pasteurs, ils sont beaucoup plus ouverts et se font dans beaucoup d'autres activités. Ils ne se limitent pas vraiment à leurs églises. Alors, ça permet à beaucoup de pasteurs aujourd'hui de connaître la situation que l'IFI vit. Je connais des pasteurs depuis Cheikh Touré ou depuis Jeannette K qui ont réussi à faire des rencontres de conciliation. Aucun de nos imams n'a eu à le faire. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus confiance à nos pasteurs. Justement, à ce niveau, vous avez bénéficié quand même de l'apport
du pasteur, le pasteur Aka, en principe, hein, je laisse penser que ce n'était pas suffisant, le pasteur Aka. Quelles sont actuellement la nature exactement de vos rapports maintenant après les élections avec le pasteur Aka? Est-ce qu'il vous apporte toujours son soutien? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un que je respecte énormément, le pasteur Aka. Il a fait un travail formidable. Il est allé jusqu'à la fin de sa mission. Il nous donne assez de conseils. Il faut dire que le pasteur Aka a fini sa mission, j'allais dire mission électorale, le 4 mars. Et le lendemain, ou le même jour, il est redevenu pasteur à 100%. Et alors, à son église, il y a des gens qui sont pour M. Demandé, il y a des gens qui ne sont pas pour M. Demandé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, pasteur Aka, de faire une campagne encore pour M. Demandé. Il a fini son travail. Mais il est dans une position de soutien réel de la légalité. Ça, il me le dit tous les jours. Même hier, nous avons échangé là-dessus. Maintenant, comment l'appliquer sur le terrain? Comment est-ce que, bon, je pense que je peux compter toujours sur ses prières. Le pasteur Aka est allé personnellement rencontrer, par exemple, l'ambassadeur, lui expliquer les conditions des élections et pourquoi est-ce qu'il serait mieux pour la communauté que notre président d'honneur, donc qui a un titre honorifique très important, puisse nous accompagner. Et dès que l'ambassadeur l'ambassadeur décide donc d'accompagner notre mandat sur la base minimale des textes, vous allez voir assez de responsables de la communauté qui vont dire, bon, écoutez, comme nous faisons tout avec notre ambassadeur, nous allons accompagner M. Jomonnet, et tout bon, les récalcitrants seront obligés de suivre la volée. C'est comme ça que ça marche. Les gens oublient que l'association de Washington DC est différente de l'association ivoirienne dans d'autres pays. Nous avons ici des considérations qui ne sont pas les mêmes que celles d'Atlanta ou bien de Dallas. Alors, donc, pasteur Aka, il est très bon. Au-delà du pasteur Aka, vous avez d'autres pasteurs. Nous avons fait la Pâque, par exemple, avec le pasteur Goulia. Nous avions été reçus, toute notre équipe. Nous étions sur la table d'honneur, nous avons mangé. Ensuite, au niveau de Shekinah, nous avons été reçus également là-bas et nous avons vraiment bénéficié de pas mal de prières. Alors, le prophète même a eu à prier pour nous. Donc, c'est pour vous dire que au niveau des hommes de Dieu, ils ont la connaissance, comment est-ce que, bon, ils ont la connaissance du terrain et comment est-ce qu'on peut gérer ces choses. Mais nos imams, de façon générale, pour ce qui concerne les imams de Washington DC, ils sont beaucoup plus limités dans leur association, leur petite association religieuse pour les musulmans. Alors, c'est assez rare pour eux d'être vraiment involvés dans les situations de vie. Ils peuvent venir voter quelqu'un qu'ils veulent, mais bon, même quand il y a des grandes réunions, ils sont plus ou moins figurants, quoi. Voilà. Alors, M. Dumondé, je ne sais pas si nous avons peut-être, il nous reste à peu près au moins 5 petites minutes, si nous avons peut-être une petite question, je ne sais pas si je vais aller du côté du pasteur, je ne sais pas s'il a... Qui ont pris le temps de nous écouter. Nous renouvelons encore nos remerciements à tous les Ivoiriens qui avaient décidé déjà d'accompagner notre campagne et qui ont décidé aujourd'hui de nous accompagner dans la crise que nous traversons. Nous allons prendre d'abord une question rapidement, et puis rapidement une question. Alors, le frère qui nous appelle avec le 90-08, allez-y pour votre question, rapidement. Oui, je n'ai pas de question proprement dit pour M. Demandé. Vous m'entendez? Oui, on nous entend, allez-y. Oui, je n'ai pas de question pour me demander. Je crois que je respecte M. Demandé. On n'est pas du même parti politique. Sur le plan politique, je conteste à 100% ses idées. Mais pour le fait déjà qu'il soit bafouillé, il est bafouillé là. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Il a mon soutien à 100%. Et je crois que notre responsable, l'ambassadeur, doit se ressaisir. Merci. Merci beaucoup, M. Dumondé. Apparemment, c'est un petit compliment. Voilà, allez-y, si vous voulez d'abord prendre
le doyen, je crois qu'il fait aussi M. Ben Bakaïko, certainement, qu'il a aussi un petit conseil certainement pour vous. Alors, grand frère Ben, vous êtes en ligne. Merci Jacques. Ben, écoute, je ne fais pas de questions, mais je voudrais tout juste intervenir pour d'abord te dire merci pour cette opportunité que tu donnes au président de l'UFI de venir et d'exposer la situation tellement complexe de notre association et profiter pour encourager le président. Et je pense que les 1h30 sont passées très vite et le président a présenté de façon brillante la situation de l'UFI. Et comme je le dis, elle est complexe. Mais je dis avec ou sans la caution de l'ambassadeur du président d'honneur, le président doit s'atteler à avancer. Parce que ceux qui l'entourent aujourd'hui sont ceux qui ont insisté au départ pour que l'ambassadeur intervienne en tant que président d'honneur. Bon. Le président n'a pas manqué de le dire. Je pense qu'il y a eu des défaillances à ce niveau. On aurait dû résoudre ce problème depuis trop longtemps. Mais de réunion en réunion et d'indécision certainement, nous sommes arrivés à ce blocage. Mais je pense que la légalité que demander représente est beaucoup plus importante que la caution de qui que ce soit. Et nous allons nous atteler à le soutenir. Et au fur et à mesure que nous avançons dans les difficultés, je pense que la communauté ivoirienne comprendra. Et avec l'importance que nous tous nous savons de l'UFI, de l'existence de l'UFI pour notre communauté, les gens se réveilleront et je pense que la vérité finira par triompher. Encore une fois, je voudrais dire du courage au président. Tu n'es pas seul. C'est un combat juste. Donc vas-y et que Dieu t'accompagne. Merci. Merci beaucoup, M. Ben Bakaïko. Alors, M. Diomandé, vous avez parfaitement compris. Alors, encore une fois, nous allons permettre certainement de nous livrer votre mot de fin. Et comme je le dis, nous serons toujours là pour engager un peu le débat. Nous serons toujours là pour vous permettre certainement de faire passer un peu votre message. Parce que le combat, effectivement, que vous engagez, c'est un combat assez important. Un combat pour la légalité, pour certainement un peu pour l'Union fraternelle des Ivoiriens. Nous sommes restés un peu sur nos positions. Ces positions ont mené donc l'Union fraternelle ivoirienne certainement dans, j'allais dire, dans une tombe, voilà, et tout le monde est enfermé dans cette tombe. Ce combat, comme je le disais aux uns aux autres, ça a permis, le combat du Diomandé, du président, a permis donc de démasquer certainement tous ces fous, j'allais dire, tous ceux qui font que l'Union fraternelle des Ivoiriens n'avance pas. D'abord, le combat de Mme Maka, de Guine, nous a permis donc d'éclairer et de voir beaucoup de choses au niveau de cette Union fraternelle des Ivoiriens. Et aussi votre maintien à la tête de l'association pour le moment nous permet aussi de voir aussi beaucoup de choses. Et peut-être qu'on finira certainement par comprendre pourquoi l'association ne fonctionne pas. Et les Ivoiriens vont certainement se réveiller. Voilà. Encore une fois, me demander, merci beaucoup. Et votre mot de fin, vous avez à peu près au moins 10 minutes pour vous adresser donc à la communauté africaine et ivoirienne, surtout principalement la communauté ivoirienne vivant à Washington, D.C. Alors, Monsieur Diomandé, est-ce que nous avons... Ah, je crois que son micro doit être... Voilà, merci. Le micro était fermé. Ben, je voudrais remercier les deux intervenants, mon cher aîné Ben, et puis le premier que je n'ai pas noté le nom, mais il avait son numéro sur le compte, mais bon, je voulais lui dire merci également pour la perception de la lutte pour la légalité qu'il a eu à faire. Et à travers lui, remercier tous ceux qui ont compris dans ce sens, remercier ceux aussi qui pensent que nous ne sommes pas trop dans nos droits, mais qui ont plus le temps d'écouter. Et j'espère que
la nuit porte conseil. Demain, ils pourront comprendre effectivement ce que nous sommes en train de faire pour cette communauté. Je voudrais remercier Jacques, vous-même, l'équipe technique que vous représentez et la place que vous avez dans cette, j'allais dire, ce podium de la communication dans la diaspora. Je voudrais dire aux Ivoiriens de se mobiliser et de nous accompagner. Nous avions nos ambitions. Nous avons des ambitions vraiment réelles. Nous avons des contacts réels au niveau de l'immigration, au niveau de l'assistance pour les médicaments, pour l'assurance, au niveau de l'éducation. Nous avions des contacts de membership au niveau des balises pour faire du fitness pour les membres de l'UFI. Nous avions également, nous étions pratiquement prêts d'obtenir notre siège à DC. Bon, c'est des choses que nous étions obligés, j'allais dire, de suspendre, d'arrêter un peu, et puis voir comment est-ce que nous pouvons évoluer avec, n'est-ce pas, avec cette crise. Nous lançons aussi un message direct au président d'honneur et à son équipe, qui sont des fonctionnaires d'État, qui sont des diplomates appelés à quitter la région de Washington DC. Et nous qui vivons ici régulièrement, nous leur demandons de nous aider beaucoup plus à être ensemble, plutôt que de donner l'impression qu'il y a un groupe qui est privilégié par rapport à un autre. Et surtout, quand ce groupe qui se sent, j'allais dire, laissé, est celui-là même ce groupe-là même qui représente la légalité, les textes, et qui regroupe en son sein les Ivoiriens de tous les bords. Et c'est très important. Et au-delà donc de l'autorité diplomatique, nous lançons un message appuyé à nos responsables religieuses, de s'imprégner et de s'involver à des degrés beaucoup plus appuyés sur cette crise pour amener les Ivoiriens autour du mandat légal qui a été mis en place par la passation des charges le 4 mars dernier. Nous remercions le pasteur Aka et le pasteur Goulia au passage, qui ont déjà travaillé en ce sens en faisant des rencontres informelles, mais d'autres rencontres sont prévues et nous souhaitons que Dieu puisse accompagner, n'est-ce pas, ces rencontres-là, afin que les grands bénéficiaires de ces rencontres soient les Ivoiriens de la diaspora. Alors, donc, enfin, je voulais dire merci à mon équipe de campagne d'abord, qui a réussi à me mettre où je suis, mais surtout au bureau exécutif et à tous mes conseillers qui sont des aînés, des personnes responsables dans cette communauté. Nous avons réussi en 3 mois à faire 3 grandes sorties. Et nous avons été reçus normalement. Nous avons réussi à faire une assemblée générale. Et donc, vraiment, je leur tire le chapeau. Et comme l'a dit tout à l'heure le grand Feben, la bataille peut-être ne fait que commencer. Elle est dure. C'est un combat juste. Et nous souhaitons que ce combat juste soit au bénéfice des Ivoiriens. Par contraire, si nous abandonnons, nous ferons l'apologie du désordre. Nous donnerons la porte ouverte à tous ceux qui n'attendent que ça, assis dans leur coin et sauter de joie. Et nous n'allons pas leur donner ce plaisir tant que vous serez avec nous à la lutte et pour la mission que vous nous avez confiée depuis le 3 mars dernier. Sur ce, je vous remercie. Je demande à tout le monde de passer une très bonne nuit et je demande au Seigneur d'accompagner tout le monde dans sa nuit paisible. Je vous remercie, Jacques.